pouvais m'enlever un champion du monde, un champion d'Europe, tu pouvais m'enlever les meilleures performances personnelles. Je voulais vivre les Jeux. Donc en fait, je me conditionnais par rapport à un objectif. On était une unité. Et ça, moi, je trouve que dans un sport individuel, créer une unité comme ça, donc un collectif, c'est hyper fort. Plus tu évolues en tant qu'athlète, plus pour moi, c'est primordial d'avoir une vie à côté équilibrée. Parce que tu peux pas te conditionner qu'à travers ton sport. Bonjour à tous, et pour cet épisode d'Au-delà du jeu, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Mallet. Salut Greg. Salut. Je vais faire un petit point contexte sur notre rencontre. Nous, on s'est croisés en octobre dernier, donc c'est très récent. Je suis arrivée en cours à Mental Formation, la formation que je fais pour devenir prep mental, et toi tu y intervenais. Tu débarques en équipe avec d'autres prep mentaux confirmés, tu étais olympien, champion du monde, et moi en tant qu'élève, statut que j'ai aujourd'hui, je suis ultra impressionnée, mais j'essaye de pas le montrer, tu vois ce que je veux dire. Et puis tu prends la parole, et avec tout le naturel et l'humilité que quelqu'un est capable de contenir, tu commences. Tu utilises des mots forts, tu es clair, c'est comme si ta posture était juste au bon endroit pour nous atteindre. Tu insistes sur ce qui semble te tenir à cœur, l'importance du collectif, la remise en question, le rôle clé de tes accompagnants et la reconnaissance que tu as pour le chemin parcouru. Greg Mallet, tu es né en 84 à Rueil-Malmaison, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein. Et tu as une carrière remarquable dans la natation, avec l'équipe de France, des médailles olympiques, mondiales, européennes et françaises obtenues aux quatre coins du monde. Tu as été accompagné en prep mentale par Thomas Samut au Cercle des nageurs de Marseille depuis son arrivée en 2009, et tu as décidé de te reconvertir dans ce domaine à ton tour, à l'issue de ta carrière. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Non, et ça commence fort parce que tu apprendras que je suis quelqu'un qui est très gêné quand on parle de moi. Et que tu me fais beaucoup d'éloges dès le début, donc je te remercie, c'est très gentil. Et je suis aussi très admiratif de ta carrière, puisque même si on a appris à se connaître récemment, je me suis vraiment intéressé à ton parcours et on s'est croisés au jeu forcément, donc au jeu de Rio, puisqu'on était dans le même bâtiment potentiellement. Et donc voilà, donc je me dis que c'est très sympa les mots que tu utilises, et donc j'ai hâte de commencer. Trop cool, je suis ravie de t'accueillir aussi. On va commencer par le début, savoir un peu où tu as grandi et un peu comment ça t'a construit. J'ai entendu, j'ai lu des lieux hyper variés. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Alors ma vie, on va dire que bon, donc tu l'as dit, je suis né à Rueil-Malmaison dans le 92. Mes parents en fait vivaient en Afrique. Et mon père travaillait en Afrique et à l'époque chez Mercedes, et donc ma maman l'avait suivi. Et à un moment, ils ont décidé de revenir. Mon père a eu l'opportunité de revenir en métropole. Et donc, s'en est suivi peu de temps après ma naissance. Et ma naissance, donc en 84, comme tu l'as dit, à Rueil. Et peu de temps après, mon père a eu l'opportunité, donc entre mes 3-4 ans, d'avoir un poste en Guyane française. Et donc, au final, ma vie a commencé, enfin les plus lointains souvenirs que j'ai sont en Guyane. Donc j'ai vraiment grandi jusqu'à mes 11 ans, donc on va dire 3 ans et demi, 4 ans, 11 ans, en Guyane française, où j'ai appris à nager, où je me suis fait mes premiers camarades, où d'ailleurs j'ai gardé beaucoup de contacts là-bas. Donc j'ai pas connu la vie métropolitaine de suite. Et arrivé à l'adolescence, donc vers 11 ans, mon papa a une mutation en Martinique. Donc on continue le périple d'Om-Tom, et jusqu'à mes 14-15 ans, voilà, je vis en Martinique jusqu'au moment où pour une opportunité professionnelle, mais aussi je pense que mes parents avaient envie de se rapprocher un peu plus de la famille en métropole. Ils avaient beaucoup voyagé, ils étaient beaucoup partis, on décide de rentrer en métropole, et je découvre la métropole à l'âge de 15 ans, quoi. Donc c'était... peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler pour diverses choses, mais en tout cas, mon périple jusqu'à l'adolescence, c'est ça. Et on atterrit en Normandie. Mon papa travaillait à Paris, il prenait le train tous les matins depuis Rouen. Et donc voilà, donc ma vie en métropole commence à Rouen, en Normandie, où j'ai commencé là à connaître la natation, on va dire de haut niveau. Ok, donc tes premiers souvenirs de nage, c'est en Guyane, et de nage pro qui commence à se professionnaliser, c'est en Normandie, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est quand tu arrives vers les âges de fin d'adolescence, jeune adulte, là, quand tu arrives vers tes 17-18 ans, où tu commences à avoir des performances significatives qui t'amènent dans des équipes de France jeunes. Voilà, c'est ça que j'appelle le haut niveau. Avant, j'étais pas mauvais en natation, mais j'avais pas cette idée de faire du très haut niveau. Donc voilà, j'ai découvert un peu. Enfin, ma mécanique du haut niveau a démarré en Normandie. Et ça, est-ce que toi, il y a un moment de bascule où tu te dis, où quelqu'un te dit, ou toi, tu te dis, ok, j'ai une chance, ok, putain, ça peut tourner vers du professionnalisme, quoi. Non, c'est plutôt parti d'un rêve que j'avais où, en fait, quand j'avais 12 ans, j'ai découvert ce que c'était les Jeux Olympiques. C'était les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et donc, je regardais ça avec mon père à la télé. Et donc, il n'y avait pas autant de moyens de regarder, d'avoir de l'information à l'époque. Donc, c'était la télé, les chaînes télé, et regarder. Et donc, j'ai découvert ce que c'était vraiment les Jeux Olympiques. Et à mes 16 ans, donc en 2000, je regarde avec plus d'attention et plus d'envie et de rêve les Jeux Olympiques de Sydney. Et là, je me dis, dans 4 ans, c'est là qu'est parti un peu le rêve et l'objectif, quoi, d'aller aux Jeux. Bon, peut-être on en reviendra, mais c'était raté en 2004 pour pas grand-chose. Mais voilà, c'est parti, on va dire, de mes 16 ans où j'ai décidé de prendre la natation comme quelque chose d'important dans ma vie. Ok, ça, dans ces moments-là de construction, quand tu commences à devenir pro, est-ce que tu as du monde au bord du bassin? Est-ce que ta famille te suit ou est-ce que c'est... J'ai beaucoup mes parents qui me suivent. Alors en plus, moi, je suis fils unique et comme on a toujours vécu à trois, parce qu'on n'était pas très proche de la famille du fait d'être éloigné, en fait, loin de la métropole pendant longtemps. J'ai pas forcément créé ce lien familial. Alors j'adore ma famille, hein, c'est pas ça, mais on n'a pas ce lien où on s'est suivis, tous les Noëls on était ensemble. Enfin, donc j'ai plutôt ce lien parents et puis amis. J'ai beaucoup d'amis en fait qui sont apparentés presque à de la famille du coup. Et donc au bord du bassin, je dirais qu'il y avait mes parents qui me soutenaient beaucoup, qui m'accompagnaient. J'ai eu tous les avantages d'un enfant unique sans avoir le besoin d'être gâté, je pense, et d'être surveillé par les parents ou suraidé par les parents. Je pense que j'ai été bien cadré de ce côté-là. Mais en tout cas, j'ai eu l'avantage d'avoir des parents aidants et aimants et qui croyaient en mon projet, en tout cas qui me donnaient les moyens d'y arriver, quoi. Ok, t'en avais parlé un peu sur l'intervention, on verra si on y revient. Ouais, parce que ça peut être important, le côté soutien. Pas forcément du bon côté d'ailleurs, que ce qu'on peut penser. T'as envie de développer? Parce que moi, c'est pareil, j'ai eu des parents vraiment bord de terrain au max, quoi. Même les compètes à l'étranger, ils essayaient de venir et ça a été aidant. Et quand t'as partagé ce petit truc pendant l'interview, ça m'a... Écoute, si on pourrait développer, parce qu'on est sur le sujet, et je dirais, mes parents, je les ai aimés, je les aime, et voilà, enfin, aujourd'hui j'ai plus mon papa, mais ma mère encore là, et je l'aime plus que tout, et c'est vrai que je suis reconnaissant de ce qu'ils ont fait pour moi, et je le serai toujours. Mais ce que tu as pu entendre quand je suis intervenu la dernière fois, par exemple, en formation, c'était le côté redevance que j'avais développé moi, pas qu'ils me l'avaient imposé eux, bien sûr, mais que moi j'avais développé en tant que croyance, d'avoir un sentiment de redevance de résultat, de redevance de bien-être, de redevance d'être toujours heureux, enfin tu vois, ce truc qui est que des parents qui accompagnent ont souvent l'envie que l'enfant soit bien épanoui, et voilà, je pense que c'est la normalité des familles qui sont dans un équilibre. Mais en tout cas, moi j'avais développé ce besoin de satisfaire mes parents. Encore une fois, pas parce qu'ils me l'ont demandé, mais parce que j'ai cru que c'était leur juste retour des choses. Et donc finalement, je me suis un peu développé sur le début de ma carrière, au moins jusqu'à mes premiers Jeux Olympiques, avec cette envie de faire plaisir aux gens. Donc il y a mes parents, le coach, tous les gens qui me soutiennent en fait, de faire plaisir aux gens. Et puis moi, on verra après, quoi. Ça, c'était ma première... Donc voilà, c'était un peu pour développer ce côté parental, soutien, famille, amis, quoi. Et de rendre, ouais, parce que tu captes que tu démarres des carrières de sport de haut niveau, c'est pas que toi. Il y a tous les gens qui doivent faire des efforts autour de toi pour t'accompagner. Et enfin, qui doivent. C'est vrai que c'est attenant au truc, il y a des déplacements, voilà, c'est des contraintes aussi pour tout le monde.
Ouais. Et du coup, j'aimerais bien que tu fasses un petit retour sur l'épopée. Tu en racontes ce que tu veux, mais voilà, je sais pas si tu te rends compte avec du recul, mais ta génération a eu un impact sur la natation française, a fait basculer plein de choses, ça a engendré un engouement des générations qui venaient ensuite, mais aussi du grand public. Vous avez popularisé un sport qui l'était pas en fait dans les années où toi t'es. Enfin, c'était ça quoi. C'était pas le sport populaire. Enfin oui, c'est sûr que c'est devenu un sport peut-être plus regardé. Il y a eu des très bons athlètes français dans les années 80, 90, même avant. Mais je pense que l'effet, voilà, Laure Manodou en 2004, les Jeux de 2008 où on fait des médailles en relais, on commence à faire des médailles mondiales, européennes avec les relais. Il y a des gens comme Alain Bernard qui gagnent l'épreuve reine, des personnages comme Frédéric Bousquet, Fabien Gillot, enfin des personnes fortes de la natation qui ont, de par aussi leur longévité, ont créé un besoin de suivre et d'être soutenu, enfin de soutenir la natation. Et se sont greffés des gens comme Camille Lacour, Florent Manodou. Enfin, il y a une dynamique qui s'est créée. Et puis la France gagnait en équipe et gagnait avec des individualités. Donc ça, c'est quelque chose que les gens, je pense, ont apprécié et qui ont fait que la natation était un peu plus suivie. Ouais. Et vous aviez tous, j'ai l'impression, des personnalités aussi, des physiques. Enfin, c'était pas que dans l'eau. C'était aussi tout ce que vous représentiez. Enfin, pour vous, j'imagine. Mais... Ouais, c'est sûr. On avait. Alors en plus, moi, pour le coup, je dis que j'ai eu la chance d'évoluer au Cercle des nageurs de Marseille, qui était un peu le fief du sprint français, où on était un peu tous réunis quoi, dans le même endroit, bien qu'il y avait d'autres sprinteurs français dans l'équipe, médaillés olympiques, qui évoluaient ailleurs. Mais c'est vrai qu'à Marseille, on avait ce petit noyau un peu de sprinteurs où le staff avait fait le choix de mettre les meilleurs, en tout cas un gros noyau de meilleurs nageurs français au même endroit, pour que les égos parlent et que ça puisse porter un projet collectif. Donc c'était plutôt bien vu, un peu à l'américaine finalement. Et ça c'était nouveau. Ça c'était nouveau en France. Ouais. Enfin, moi de ma connaissance de la natation, c'était nouveau en tout cas. Et donc il y avait ce côté un petit peu clan, un petit peu famille, mais moi j'appellerais ça plutôt même famille à Marseille qui a fait que, au-delà de l'équipe de France et des résultats internationaux qu'on a eu, on a développé un esprit concurrentiel sain et qui nous a aidé, je pense, à être performants longtemps. Et tu parlais de personnalité, mais tous ceux de l'équipe de France avec qui j'ai évolué, il y avait tous des singularités. Il n'y en avait pas un qui se ressemblait, et l'osmose elle se créait à travers ça en fait. On était des caractères forts. On avait tous nos personnalités, nos caractères. C'était pas tout le temps lisse, et d'ailleurs c'était très très peu souvent lisse d'ailleurs. C'était plutôt électrique, mais on avait on avait ce respect entre nous, et je pense que c'est ce qui a joué. On se respectait beaucoup, voilà. Et donc ça a aidé la natation, en tout cas ça a aidé notre natation et notre génération. Et pour faire un peu le lien, moi il y a un nageur de l'équipe de France qui, là cet été aux Jeux de Paris, donc je sais pas, j'adore cette nouvelle génération là, je les trouve ils ont une belle image quoi, cette nouvelle natation française, portée forcément par des résultats comme Léon, mais il n'y a pas que Léon, il y en a d'autres, et des gens comme Maxime Grousset, Johan Ndeuboir, qui sont des personnalités attachante, et en fait Johan Ndeuboir, pour le citer, à un moment donné je lui dis bravo, franchement les Jeux, enfin c'était à Paris, hein, et je lui dis bravo, les Jeux, vous nous avez fait vraiment rêver, vous avez fait des beaux Jeux, une belle médaille au relais et tout, et juste il m'a dit mais vous nous avez un peu inspiré vous quoi. Et donc en fait il le disait avec tellement de sincérité que tu sais, c'est presque plus touchant de l'entendre de sa bouche, qui aujourd'hui est sur le devant de la scène, que de l'entendre d'un public qui t'a accompagné tu vois, pendant toute ta carrière. Et donc tu te dis, c'est bon, là, t'as transmis un truc, mais tu laisses un peu ta trace, tu vois, dans ton sport, c'est cool, quoi. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Moi, là, sur la dernière année de carrière, il y a une jeune qui est rentrée en centre de formation et qui m'a dit, j'ai commencé le hand parce que je t'ai vu à la télé. C'est cool, bon, là, ça. je me suis dit, ça me rajeunit pas, tu vois. Mais par contre, le sentiment, il est fou. Parce que... Et là, c'était l'occasion. En plus, on a joué ensemble. Donc pour elle,
c'est trop cool. Et pour moi, mais quel cadeau en fait, tu vois, de te dire ah ouais, donc c'est ça qu'on peut faire par le sport, inspirer les gens à trouver des vocations et à kiffer. C'est pas donc bon, ouais, folie. Je vois de quoi tu parles. Ouais, c'est hyper. C'est presque plus valorisant, je trouve, que parfois juste une médaille ou tu vois quand t'as donné ou un titre que t'as eu. C'est de savoir. Je pense d'ailleurs, enfin, pour être un peu plus philosophique, je pense que les êtres humains on a ce besoin de laisser notre passage de nous sur Terre, tu vois. Et je pense que par la transmission, on peut le faire. Et donc, que ça soit transmission volontaire ou involontaire, mais quand tu sais que tu as marqué des gens et que tu as pu inspirer des gens, et en toute modestie, hein, c'est humblement que je dis ça, mais du coup, ça te ramène de la satisfaction et t'es content parce que ce que tu as fait, ça fait progresser le domaine. Et puis on voit les jeunes d'aujourd'hui, ils sont encore plus forts que nous et on se dit, bah, c'est cool, tu vois. Tant mieux. Ouais, mais c'est tout ce qu'on leur souhaite en Mais plus, bien sûr. vraiment. Et en plus, nous, on a l'opportunité là de les accompagner un petit peu et de donner des petits conseils ou en tout cas des trucs de ouais, fais gaffe à ça ou peut-être plus ça ou tu vois. Et ça, en fait, moi, à chaque fois, elle venait me demander des choses comme si elle était un peu gênée. Mais je dis putain, mais au contraire, parce que moi, l'idée de transmission là, c'est ça, voilà, ça prend sens quoi. Trop cool. Et du coup, tu parlais de ce fameux groupe, enfin même tu vois des amitiés que tu as pu créer tout au long du chemin. Est-ce que là, c'est des amitiés que tu as entretenues, soit d'enfance, soit dans le niveau pro? Ouais, je les ai entretenus clairement. Tu vois, je peux en parler de Frédéric Bousquet. Fred, je l'ai eu au téléphone hier encore pour des sujets qui n'ont rien à voir avec le sport, mais Florent, je l'ai eu au téléphone. On est quoi? Oui, vendredi. Enfin, il y a 2 jours. Voilà. Et donc, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours et c'était cool parce qu'en fait, on se parle pas souvent, mais on est content de se parler quand on s'appelle. Et ça fait partie tu sais que c'est des amis, mais vraiment avec un grand A, parce que t'as pas besoin de leur écrire tous les jours, mais tu sais qu'à chaque fois que tu les vois ou que tu les appelles, eh ben c'est fort. Et t'as l'impression que le temps ne passe pas, tu vois. Ça me fait un peu ça quand je retourne en Martinique ou que je peux aller en Guyane et que je revois des amis de mon enfance et qui te parlent comme si t'avais jamais été médaille olympique ou quoi, tu sais. Parce que leur souvenir, c'est quand t'es gamin, tu vois. Donc moi j'adore ça parce qu'en fait tu sais que c'est de l'amitié pure. C'est pas de l'intérêt d'amitié, c'est de l'amitié pure, tu vois. Donc c'est cool. Donc on a gardé du lien et j'en garde beaucoup. Et toi, dans un groupe, tu étais qui? Alors moi j'ai eu 2 facettes. Il y en a une qui est prédominante et puis après j'ai eu je pense que entre mon début de carrière internationale et ma fin de carrière, et d'ailleurs c'est aussi en lien avec le travail sur la préparation mentale, on va dire que la plus grosse facette que j'ai, c'est que j'étais un peu le gars qui racontait plein de conneries, qui était toujours en train un peu le clown quoi, tu vois. Mais juste, tu sais, l'humour un peu sarcastique, chambré, tu vois, ces petits trucs. Mais c'était un peu tout le monde dans le groupe, mais moi j'avais plutôt cette étiquette du mec qui imitait les gens, tu vois, qui prenait un peu, je sais pas. Tu vas devoir nous faire une démonstration. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça serait bon de questionner les autres d'ailleurs, plutôt que de moi. De fou. Et je pense que j'avais plutôt l'étiquette du mec qui imite des conneries, quoi, à faire. Et à dire surtout. Et donc, et en fait, les sous-facettes que je dirais, c'est que dans la première partie de carrière, je pense que j'avais cette attitude parce que je cherchais l'adhésion d'un groupe. Donc, tu vois, j'avais besoin d'avoir cette espèce de rôle dans un groupe. Donc, je faisais avec mes armes. Et après, j'étais quelqu'un le problème, c'est que j'étais quelqu'un qui était assez chambreur, mais dès qu'on le chambrait, se bloquait vite. Tu vois. Et quand j'ai travaillé sur moi, du coup, j'ai réussi à aimer le côté, l'autre facette, celui qui se faisait chambrer aussi. Mais ça, c'est lié au fait de plus s'aimer soi. Donc forcément, quand tu t'aimes plus, t'es plus capable de... T'es moins susceptible, ouais. Ben ouais, mais complet. Donc si tu veux, j'avais toujours ce côté chambreur et tout, mais beaucoup moins susceptible. Parce que j'avais changé mon état d'esprit, tout simplement.
Et ouais, c'est ça, en fait, Thomas l'a décrit aussi dans son intervention, mais je pense que tu adhérais à ça, ce truc de faire autrement. Tu vois, vous veniez et vous dénotiez un petit peu dans le milieu, et voilà, vous rigoliez avec quelque chose de détendu, mais qui était utile pour la performance, mais qui peut-être dénotait dans un monde du sport de haut niveau où normalement, et ça c'est pareil dans beaucoup de domaines, il faut que tu arrives, il faut que tu sois sérieux et que tu fasses un peu la gueule pour montrer que tu es concentré, alors qu'en fait il y a plein d'autres manières d'être concentré et c'est ok, il faut juste par contre l'assumer et que ce soit aussi validé par ton staff et tu vois par l'entourage quoi. On a de la chance, on a eu un staff qui était dans le même délire que nous. J'ai envie de citer le staff de mon époque, hein. Ça reste Thomas, ça reste Romain Barnier, Patrick L'Hôpitalier, le préparateur physique. Voilà, on a eu on a eu un staff je sais pas si on était à l'image du staff ou le staff à notre image, tu vois, ou je sais pas, mais c'était il y avait cette osmose en fait qui s'est créée et on était sérieux sans se prendre au sérieux. Donc ça veut dire que pour nous, sans vraiment le vouloir, il y avait la notion de jeu qui rentrait dans la partie, et donc la performance par le jeu, elle était primordiale. Et quand je dis jeu, c'était... Alors, on peut jouer au hand, mais on joue pas à nager, tu vois. Donc, c'est notion de jeu, faut la trouver ailleurs. Et donc, faut la trouver dans le côté un peu détente je sais pas, pendant les séances de muscu, ça rigolait, ça se chambrait, concurrentiel à l'entraînement, tu vois. Il y en a toujours un qui chambrait deux lignes à côté pour dire, bah écoute, la série, elle est pour moi, ou les gars, je vais vous fumer. Enfin, tu vois, ce genre de petits trucs qui démarre l'entraînement et qui te dit, bah, c'est bon, ça va se tirer la bourre, ça va être cool, quoi. Mais des moments de vie aussi, parce qu'il n'y a pas que l'entraînement. Et je pense que ce qui a fait que c'était très fort les années natation de ma génération, c'est qu'on a eu des moments de vie forts au-delà des moments d'entraînement. C'est-à-dire qu'on a vécu des moments tellement cool que les moments d'entraînement où on en chiait, ben, c'était un peu plaisir. Pas forcément un plaisir physique, mais c'était un plaisir d'être ensemble, quoi. On avait vraiment ce côté où je sais pas, en fait, dès qu'il y avait une connerie à faire, on le faisait en groupe. Dès qu'il y avait un entraînement à sauter, on sautait en groupe, il n'y en avait pas qu'un, quoi, tu vois. Donc on était une unité. Et ça, moi, je trouve que dans un sport individuel, créer une unité comme ça, donc un collectif, c'est hyper fort. Parce qu'on avait vraiment ce truc de l'individu vraiment au service du collectif dans l'entraînement et le collectif au service de l'individu en compétition. Voilà. C'est fou, hein. C'est vraiment des mots de sport co, quoi. Ouais, sauf que la natation, à la base, c'est un sport individuel. Mais ça se vit collectivement. Collectivement et avec de la mixité. Parce que nous, on fait partie des rares sports où filles et garçons s'entraînent ensemble. Déjà, maintenant, il y a des relais mixtes. Moi, je trouve ça cool. Ça veut dire que chacun amène un peu sa petite pierre à l'édifice. Et donc, tu construis une équipe aussi avec cette mixité. Et je trouve ça cool. Je trouve ça génial. On n'a pas ça dans le hand, et les villes de hand et de hand féminin et masculin sont souvent pas au même endroit. Et du coup, on a très peu d'occasions d'échanger avec des handballeurs pros, ce qui me semble pourtant essentiel. Même les équipes de France, même tout. Ouais, je trouve que la mixité, t'as raison, c'est assez rare que ce soit dans le collectif ou dans les sports indiv au final. Je pense que l'athlète, il se croise pas mal aussi. Je pense que l'athlète, c'est un sport où il y a de la mixité dans le partage, dans l'entraînement, mais pas autant que nous. Nous, on est dans la même ligne d'eau, on partage les mêmes séances. C'est très rare d'avoir des séances filles, des séances garçons, voire quasiment jamais, je pense. Donc on est vraiment un sport où on vit collectivement, on vit avec la mixité, et de mon expérience, ça s'est toujours bien passé. De mon expérience, voilà. Donc c'est cool. Parce que moi j'ai du mal à comprendre, mais du coup quand tu me l'expliques comme ça, c'est différent. La motivation que tu trouves au quotidien de courir derrière un temps. J'ai plein de raisons pour lesquelles j'ai nagé. Elles ont évolué au fur et à mesure de la carrière. Mais plus la carrière avançait, plus c'était la compétition et les moments de vie de compétition que je recherchais. À la fin de ma carrière, les 2 années qui ont précédé la fin de ma carrière, j'avais qu'une idée en tête, c'est finir sur les jeux. C'était que ça.
Tu pouvais m'enlever un champion du monde, un champion d'Europe, tu pouvais m'enlever des meilleures performances personnelles. Je voulais vivre les jeux. Donc en fait, je me conditionnais par rapport à un objectif. Et donc c'était ce qui me levait le matin. Franchement, il y a rien. Enfin, tous les sports sont difficiles. Mais moi, je dis, il n'y a rien de passionnant à plonger dans une eau à 7h du matin. Tu vois, t'envoyer des bornes et faire des allers-retours, quoi. Et il n'y a rien de fun. Donc je comprends que ça soit un sport difficile de par ça. Mais c'est l'ambiance du groupe, la vie du groupe, le rapport entraîneur-entraîné, le rapport que tu as avec ton club, avec tes amis, avec ta famille. Et d'ailleurs, plus tu évolues en tant qu'athlète, plus pour moi c'est primordial d'avoir une vie à côté équilibrée. Parce que tu peux pas te conditionner qu'à travers ton sport. Et donc, je trouve qu'avoir une vie sociale aussi, c'est très important. Donc la motivation, elle passe par l'envie de vivre des moments forts. Et l'obtention des médailles, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est vraiment le truc en plus. Mais je pense que ce qu'on garde tous, et j'ai même envie de te poser la question, pour le coup, si tu gardes des choses de ta carrière, j'imagine que c'est plus les moments de vie, de compétition, les moments intenses de compète, le stress de la compète, tout ça. Pas le résultat en lui-même, tu vois. Ah ouais, les émotions. Exactement. Je suis devenue addict à ça et là, je te poserai la question aussi sur la fin, mais c'est ça qui me manque. Tu vois, tu vois les émotions que tu as vécues en tant qu'athlète, tu les retrouveras pas de la même manière, mais tu les as vécues. Donc comme tu les as vécues, c'est déjà super. Ouais, bien sûr. Imagine le nombre de gens qui t'ont vu à la télé et qui disent « Ah, ça doit être incroyable ». Quand je le re-raconte, je suis capable de pleurer ou tu vois d'avoir des frissons. C'est normal. De souvenirs, tu vois. Mais c'est normal. Et il faut s'accorder, je pense, ces moments de vie en mémoire. Ça peut même être de la nostalgie. Pour moi, la nostalgie, c'est pas un mauvais mot puisque ça prouve que tu as vécu des choses extraordinaires qui t'ont marqué. Donc c'est cool. Et alors avec la prépa mentale et tout ce qui est un peu méditation. Alors tu vois, moi je travaillais un peu avec l'hypnose. Des choses, des outils comme ça. J'ai appris à m'octroyer des moments d'émotion par souvenir, tu vois. Je regarde des vidéos, alors c'est pas du tout du narcissisme, hein, je regarde des vidéos de moments de vie que j'ai vécu avec mes collègues et tout, juste parce que ça me rappelle, tu vois, l'émotion. Et c'est cool de se dire qu'on l'a vécu. Et c'est cool de se dire qu'on a ça en mémoire. Et après, la vie d'après, elle est faite de peut-être des fois de questionnements et d'interrogations sur comment je vais pouvoir vivre aussi intensément. Mais elle est faite aussi de sérénité parce que le sport de haut niveau, c'est aussi beaucoup d'inquiétude et peut-être plus dans un sport comme le tien que dans le mien, les blessures, toutes ces choses-là, tu vois, qui sont un peu l'épée de Damoclès que tu as au-dessus de ta tête, et ben c'est plus là. Donc déjà, tu as moins, tu vois, tu dis, bon, ben si je me fais une entorse... Là aujourd'hui, bon, ça va m'embêter, mais ça va pas me mettre au fond du trou, quoi. Alors que quand t'es en carrière, c'est différent. Et donc tout ça, ça amène de la sérénité. Et puis les émotions, si on prend le cas de la prépa mentale, aujourd'hui, pour moi, le métier que je fais, il est génial parce que je ne suis plus acteur de mes émotions, mais par contre, je les vis par procuration. Et ce qui est bien, c'est comme j'accompagne plein de sportifs dans des milieux différents, et ben je me suis ouvert à plein d'émotions différentes. Et c'est super. Ah, tu vis des émotions différentes selon la discipline ? Bah ouais, parce que c'est pas un sport collectif, c'est pas un sport indiv déjà forcément. Un sport mécanique, c'est pas un sport, tu vois, avec un cheval par exemple, s'il y a des. Donc en fait, tu vis l'émotion parce que tu as envie que l'athlète il soit heureux de faire ce qu'il fait, quoi. Tu vois. Ouais, et en fait, tu vis l'émotion de l'athlète en question, donc elle sera forcément différente de celui d'avant ou de celui d'après. Ah ouais, ça doit être fort. Pour toi. Ouais, tu peux vivre des déceptions, alors sans forcément être tout le temps accroché aux émotions des athlètes que tu accompagnes, parce que le but c'est pas d'être connecté non plus à 100%, parce que tu as tes propres émotions et que tu peux pas supporter tout, mais c'est de se dire ouais, c'est incroyable, tu vas sur une compétition, t'es pas acteur de la compète, t'es là pour soutenir un athlète par exemple, et tu te mets à stresser plus que quand toi t'étais athlète, tu vois. Ah, c'est cool. Ouais, mais ça, moi, je revois mes parents, tu vois, en tribune, où je pense qu'ils avaient plus de stress que moi, parce que quand t'es dans l'action, t'es dans l'action, tu vois, tu t'es tellement préparé aussi que le stress est différent. Si un jour t'accompagnes des athlètes avec
avec la préparation mentale, tu verras, peut-être, je te le souhaite, hein, tu verras à quel point c'est bizarre de stresser pour quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et moi, ça m'a fait bizarre. Mais tu sais, c'est le stress de se dire, il a bien bossé, quoi. T'as envie que ça paye, quoi. Tu vois. C'est ça. Donc, tu te dis, bon. Puis, tu te rappelles aussi que le résultat ne dépend pas que de l'athlète à 100%, tu vois. Il dépend aussi des adversaires. Il dépend de plein de facteurs, tu vois. Ouais, puis toi, ton rôle, c'est ça, de lui faire prendre le recul, de lui dire, attends. Et du coup, quand t'as 32 ans, tu décides d'arrêter ta carrière, tu bascules direct dans la prep mentale, tu passes par autre chose. Je crois savoir qu'à un moment, et ça, je trouve ça fou, tu reprends. Mais je pense que c'est justement une envie de ressentir ces émotions-là. C'était un contexte particulier, ma reprise de la natation. Et aujourd'hui, je peux en parler ouvertement parce que c'est pas un secret, c'est juste que c'est ma vie, ça m'appartient. Mais t'arrêtes un truc fort dans ta vie qui est la natation. T'as vécu des moments forts, t'arrêtes sur une Olympiade. En plus, nous, à Rio, j'étais content d'arrêter sur une Olympiade, mais c'était un échec complet en termes de résultats. Et donc du coup, tu pars en te disant, je prends le meilleur, c'est-à-dire que c'était une Olympiade, c'est cool. T'as 32 ans, tu changes de vie, je déménage, je quitte Marseille, je viens à Bordeaux. Tu construis des projets de vie, tu te dis, je vais commencer à bosser. Puis j'avais la préparation mentale là, dans un coin de ma tête. Mais je commence à entraîner un peu des gamins et tout, donc c'est cool, tu vois. Dans le club de natation de mon père, qui était président, un petit club vers Bordeaux. Et donc je vis une reconversion tranquille, parce que j'avais souhaité aussi prendre un peu une année vraiment tranquille, tu vois, pour savoir ce que c'est de pas se lever le matin et pas aller s'entraîner. Et c'était complexe, parce que c'est justement... c'est bizarre, tu vois, ton corps il change, tu te dis, tu vois, tu fais plus de sport... Et donc, et de là, en fait, ma vie, elle a un peu été chamboulée. En fait, j'ai eu une succession de décès dans ma famille. Mais quand j'ai dit succession, c'est qu'en 2 ans de temps, entre mes 32 et mes 34, j'ai perdu mes 2 grands-parents plus mon père. Et après, j'ai perdu, à l'époque... on avait souhaité avoir des enfants avec ma compagne de l'époque et ça s'est pas bien passé du tout, et donc il y avait plein de choses qui étaient hyper négatives dans ma vie. Je me suis dit, mais c'est pas possible, la vie j'ai trop kiffé avant, elle me punit, quoi, tu vois. J'étais comme ça, j'étais dans une dimension où je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, quoi. Depuis que j'arrête de nager, il se passe que des merdes, quoi. Et donc je me 32, 34, là on arrive, et le Covid arrive tranquillement, tu vois. Et le Covid, moi je l'ai hyper mal vécu. Mais quand je dis mal vécu, c'est que succession de ça, de décès. Donc je me retrouve en tête à tête. Donc je ne suis plus en couple, je me retrouve en fait à changer de vie complètement. Le Covid arrive et je me retrouve en tête à tête avec ma mère à la maison pour 2 mois, tu vois. J'adore ma mère, hein, mais en fait, remise à zéro de ta vie, tu vois. Et donc derrière, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et comment je vais relancer, comment je vais me relancer pour être bien, en fait, tu vois, dans ma tête et tout. Les Jeux sont décalés de Tokyo, 2020-2021, et je dis, ouais, vas-y, je me sens chaud et tout, je vais reprendre à nager. Dans ma tête, je dis, je reprends à nager parce qu'en fait, il y a un club qui allait se fonder, qui s'appelle Étoile 92, et dans lequel j'étais dans le projet avec Camille Lacour et Jérémy Stravus. Le but étant de monter un club, donc à l'époque, pour des jeunes et tout, et puis d'être un peu les grands frères de ce club. Et donc, c'était une opportunité pour moi de me remettre à l'eau et de renager. Et j'avais encore une bonne condition physique et tout, donc ça allait, tu vois. Et je renage dans l'optique de me dire, allez, je suis chaud, je vais rentrer dans un relais pour les Jeux de Tokyo, quoi. Ça pouvait être potentiellement jouable. Mais en tout cas, j'y ai cru longtemps. Et puis, au fur et à mesure de l'année, tu te dis, ouais, trop compliqué. Les entraînements, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais comment c'était pour vous, mais t'es masqué H24, tu t'entraînes, faut que tu fasses des tests dans le nez à chaque compète. Enfin, c'était pas l'ambiance de la compète que j'avais connue, donc je prenais pas de plaisir, en fait.
Et donc je renageais et je m'imposais ça et je pensais que ça allait m'amener du plaisir, mais en fait, dans l'action, ça ne m'a pas amené de plaisir. Les Jeux de Tokyo se passent et là, je sais pas, je reprends en main un peu ma vie et je repars sur le projet de la prep mentale, je termine mes formations et là, je décide de commencer à bosser en tant que préparateur mental et tout. Et là, ascension de dingue et tout se passe bien parce que juste j'ai trouvé vraiment la voie dans laquelle je voulais évoluer. Et donc comme j'ai trouvé un truc qui me passionnait, et ben j'ai renoué avec du plaisir, j'ai renoué avec l'estime de moi, j'ai renoué avec plein de choses. Et derrière, ben on découle que aujourd'hui dans ma vie, je suis très heureux et je suis aussi content finalement d'avoir vécu des moments difficiles qui m'ont permis d'avoir une réflexion et de peut-être de réfléchir autrement aussi sur la vie en général. Et donc aujourd'hui, la prépa mentale me permet de faire des super rencontres, de travailler avec des super athlètes. Et pas que des athlètes, hein, des gens en entreprise aussi qui m'ouvrent l'esprit. C'est un métier que j'adore parce qu'en fait, c'est un métier qui ne possède pas de vérité et donc qui laisse le champ des possibles. Et ça, j'adore parce que tu te retrouves à avoir des gens que tu viens accompagner et c'est eux qui te mettent une claque des fois, qui te remettent en question. Donc ça, c'est cool. Ce domaine-là, il y a quelques années, toi, quand tu t'y lances, parce que tu as, je pense, cette opportunité via Thomas que tu as connu, mais c'est vrai que c'était un métier encore sous-connu, quoi, sous-coté même. Ouais, je dirais pas mal vu, mais tu sais, ce côté un peu... t'as un prep mental, donc t'as un problème, quoi. On avait un peu l'étiquette de ça. Donc, Tom, quand il est arrivé dans nos vies, c'était... en plus, c'était bizarre parce que moi, j'avais eu un préparateur mental avant Thomas et j'avais pas spécialement accroché parce que c'était pas forcément la façon dont il fallait travailler avec moi. Et Tom, je sais pas, j'ai accroché. Le mec, il arrive, il est en short de plage, tu vois, et il vient et il te parle de bien-être alors qu'avant, il m'avait bastiné avec la perf, quoi, tu vois. Et cette posture, moi, je l'ai adorée parce que je pense que c'est mon histoire aussi qui fait que moi, je suis quelqu'un qui pense d'abord au bien vivre avant de penser à la réussite pure. Et donc il a su nous parler, chacun de nous. On avait tous des valeurs différentes, les nageurs, mais me concernant, c'était, je sais pas, il a eu les bons mots. Et puis il a écouté, et puis enfin voilà, c'était... Pour le coup, Thomas, il est pas arrivé avec des vérités, c'était hyper bien. Ouais, t'as raison, il y a un truc de feeling qui est très important du coup. Et ça, c'est pas forcément le cas avec tous. C'est pas une évidence, mais quand tu trouves quelqu'un avec qui t'as un feeling, c'est la folie. Bah, c'est comme un entraîneur pour moi de natation, toi de hand, c'est important d'avoir l'entente et je sais pas, il y a un truc en plus, quoi. Il y a on est connecté ou pas avec les gens, donc Tom, il a cette faculté de se connecter facilement aux gens ou d'amener les gens à se connecter à lui, je sais pas, mais en tout cas, il y en a quand même qui potentiellement n'ont peut-être pas aimé, mais en tout cas, moi je sais que personnellement, Tom, ça a été le détonateur de ma seconde vie, quoi. En tout cas, de ma considération. C'est cool. Ouais, donc t'as eu 2 moments clés, peut-être, tu vois, quand tu commences à bosser avec lui. Et ensuite, là, le deuxième moment de vie que tu captes, au final, les deux liés à la prep mentale et à te recentrer sur toi, finalement. Ouais, c'est clair. Et puis, je sais pas, je trouve que ça me fait rencontrer aussi des belles personnes. Peut-être que c'est l'âge qui me fait parler plus que le reste, mais c'est je sais pas, je suis très axé sur l'humain là maintenant. Je deviens très minimaliste dans mes besoins et très gourmand sur l'ouverture d'esprit. Je suis pas quelqu'un qui est très spirituel de base, mais par contre j'aime la complexité humaine et la complexité de la relation humaine parce qu'en fait ça t'oblige si t'as envie, ça t'oblige à un moment donné à chercher la manière de bien communiquer avec les gens et je trouve ça hyper intéressant parce que quand tu as trouvé la façon de communiquer avec les athlètes avec qui tu travailles, en fait après c'est fluide. Ouais, je me demandais ça, mais c'est toi, ton identité de prep mentale, qu'une fois que tu l'as trouvée, finalement, tu vas t'adapter à l'athlète qui est en face de toi.
Ouais, exactement, parce que en fait, c'est un problème, tu sais, en début de. Quand j'ai commencé mon travail, enfin la préparation mentale, déjà j'avais un problème de crédibilité, de légitimité, parce que tu te dis, bah toi, tu as été accompagné pendant 8 ans, qu'est-ce qui te donne la légitimité aujourd'hui de dire aux athlètes ce qu'il faut faire pour. Alors déjà, je dis pas aux athlètes, mais j'ai pu entendre ça, et donc je me suis un peu décrédibilisé dès le début. Et au final, j'ai créé ma propre identité de préparateur mental. Alors oui, avec des outils qui sont les outils un peu de Thomas. Je vais faire de la promo, mais tu vois, de mental formation, c'est clairement les outils que j'utilise. Et j'y ai mis ma patte, en fait. Et je crois que mon histoire de vie et ma personnalité font que j'utilise les outils pas de façon scolaire, mais de façon un peu avec certaines opportunités. Si les athlètes me laissent le temps de travailler avec eux avec certains outils, je le fais. Sinon, parfois, j'écoute juste. Et il y a des athlètes, t'as juste besoin d'écouter. Et c'est génial. Parce que déjà, tu forces pas. Et en plus, quand ils te parlent, ils résolvent leurs problèmes eux-mêmes, tu vois. Et donc c'est cool. Mais parfois, et quand même la grande majorité du temps, je trouve que j'ai plus la fonction d'un questionnant vis-à-vis des athlètes que d'un donneur d'avis. D'ailleurs, je suis pas là pour donner des avis, moi, mais je suis vraiment là pour réveiller le questionnement des athlètes, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué, que tu avais dit, que tu semblais... t'as dit le marche ou crève n'existe plus. Je t'ai entendu dire ça. Moi, il y en a plein de systèmes dans lesquels ça existe encore. Beaucoup. Ah oui, mais ça existe encore. Et c'est trop triste. Et tu vois, le rapport à l'humain, des fois, il est complètement oublié, quoi, dans le sport de haut niveau. Alors, nous, on va être là aussi pour essayer de faire changer ça, ou d'essayer d'éveiller, en fait, à quelque chose peut-être de différent, de montrer qu'il est possible de performer aussi en allant bien, en prenant soin de soi. Je dirais que aujourd'hui, le marche ou crève, en tout cas en natation, c'était plus est-ce que tu as envie de nager, ou est-ce que tu viens nager pour faire plaisir au coach, ou tu vois, c'est ça, quoi. Mais on n'a pas ce rapport de allez, je continue à nager, j'ai les épaules qui vont vriller, c'est pas grave, j'y vais. D'autant plus que nous, on est irremplaçable pour nous-mêmes, mais vous étiez remplaçable pour l'équipe. Donc vous aviez cette épée un peu de Damoclès au-dessus de la tête, de dire si je suis pas là, ça se trouve on va plus me considérer, quoi. Moi, si je suis pas là, c'est ma carrière qui s'arrête, c'est pas la carrière d'une équipe. Ah ouais, c'est hyper cool. Enfin, c'est hyper intéressant, tu vois. C'est très différent pour moi, le sport co et le sport indif. Moi, j'avais pas de... Ma place dans une équipe, elle dépendait de mes performances individuelles. Et de ton temps. Et de mon temps, voilà, ouais. De mon chrono. Elle dépendait pas de ma façon de faire vivre une équipe, tu vois. Donc ça veut dire que moi, j'étais irremplaçable pour ma performance personnelle, mais des Greg Mallet, il pouvait y en avoir plein pour refaire un relais, tu vois. Ouais, comme on en parlait un petit peu en off, t'avais pas ce rapport hiérarchique. Non, pas du tout. Ouais, ça. Nous, c'est quand même... Moi, j'ai connu des joueuses qui semblaient mériter plus, tu vois, ouais. En termes de temps de jeu ou en termes de sélection ou quelque chose. Mais c'est un avis de quelqu'un qui doit choisir des gens, et quelle difficulté, pour un coach de club ou un coach sélectionneur national, quelle difficulté de choisir l'une plutôt que l'autre. C'est un brisqueur pour eux aussi, quoi. Moi, j'ai ce problème avec des basketteurs que j'accompagne, et je me rends compte à quel point là aussi, ça m'a fait apprendre plein de choses. Je me rends compte à quel point c'est complexe d'avoir une petite fenêtre de tir de 7-6 minutes des fois, où tu dois te dire, faut que je fasse des stats de dingue là-dedans, parce que c'est là-dessus qu'on va me juger, quoi. Moi, j'ai un 100 mètres à faire, c'est 100 mètres, tu vois. Alors que dans les sports co comme ça, c'est le match d'avant, t'as joué 25 minutes, et le match d'après, on va te faire jouer 7 minutes. Comment tu veux montrer que t'es bon, tu vois, en 7 minutes, si en plus, je sais pas, le score, t'as 10 points de retard, ou c'est pas du tout la même posture. Donc ouais, c'est sûr que là-dessus, c'est très peu comparable. Maintenant, encore une fois, le rapport et le stress qu'il y a autour du résultat, et la pression qu'il y a autour du résultat, très singulière en fonction de la discipline, là, par contre. Ouais, c'est ça que toi, tu découvres aussi en accompagnant les athlètes. Ouais. Puis t'as le côté sport co. Tu vois, je parlais de pilote. J'ai pilote auto et pilote moto.
Et eux, c'est pareil, ils sont tributaires de la machine, quoi. Ah ouais, c'est encore autre T'as beau chose. être super en forme, si ta machine, ils l'ont réglé différemment. Puis t'as tout un paquet de gars qui bossent pour toi et pour ta machine et voilà, la pression elle est dingue. Ah ouais, c'est Puis encore, financièrement c'est... c'est encore autre chose. C'est... Ah ouais. Ouais, mais c'est bien, tu vois, c'est... La moto GP, par exemple, moi j'ai trouvé ça hallucinant. T'as le pilote, il peut être super en forme. La moto, elle peut ne pas être la meilleure ou la meilleure, mais toi, t'as fait des super tests et tout. La course démarre, premier virage, tu te fais faucher, terminé. Et en fait, t'es là, tu te dis, ma course, ça s'arrête, c'est même pas moi, on m'a entré dedans et tout. T'étais prêt, t'avais le truc, tu vois. Donc t'as trop de facteurs extérieurs qui sont parfois difficiles à gérer dans la frustration du résultat, tu vois. La frustration c'est une grande partie aussi du sport de haut niveau. Ah mais ouais, et puis il faut apprendre à la gérer. Ouais. Et est-ce que toi dans tes accompagnements, tu t'es mis à développer des passions pour des sports? Des trucs que t'avais pas avant ou t'étais un passionné de sport de base? Ouais, j'aime bien le sport. Je sais pas si on peut dire passionné, mais j'aime bien le sport. J'ai jamais été fan, tu vois, de sportif ou quoi. Mais j'aime le sport, j'aime le côté émotionnel du sport. Tu vois, les Jeux de Paris, moi, je les ai vécus d'une façon extra extra et envieux. Parce que tu vois, t'aurais eu envie de vivre le truc comme eux, quoi, tu vois, en tant qu'athlète. Mais j'adore les émotions que le sport procure. J'adore l'éducation que le sport procure aussi. Je pense que ça nous éduque en tant qu'hommes et femmes, tu vois, dans nos vies. Et donc non, je me suis découvert de l'intérêt pour certains sports et de la passion. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça une passion, parce que si parfois je le suis pas, le sport, je vais pas dire allez, je vais regarder la rediffusion, quoi, tu vois. Non, j'ai de la passion dans d'autres choses. Un truc qui m'intéresse qui est lié à toi, à ton parcours, enfin en tout cas à qui tu étais en tant que nageur, c'est ton rapport à l'esthétisme. Moi, il y a quelque chose qui me parle parce que j'avoue, quand je jouais, j'avais envie que ce soit beau, ce que je proposais. Et des fois, j'ai adoré des joueuses qui étaient loin d'être parfaites, mais putain, il y avait un truc, quoi. Il y avait un truc de spécial, il y avait une espèce de classe, tu vois, qui ressortait. Et toi, t'étais ce genre de nageur? Ah, c'est dur comme question parce que là, tu te demandes de parler de moi de façon esthétique. Alors, Après, ta nage, enfin, tu vois. oui, bah, j'entends. Ouais, non, j'étais hyper beau dans l'eau et en dehors. Non, surtout pas. Et non, alors, moi j'ai toujours été un nageur appliqué et très investi dans la technique. Mais a priori de ce qu'on dit, et je suis toujours flatté de l'entendre, c'est que j'étais entre guillemets un beau nageur parce que j'avais une belle technique de nage. C'est ce que j'entends. Donc j'ai envie de me l'octroyer puisque j'ai bossé pour ça. Maintenant, c'est pas ça qui a fait de moi le meilleur nageur. Pour autant, j'ai toujours eu envie de bien nager. Je trouvais ça stylé en fait d'avoir une belle technique et d'être fluide dans l'eau. Enfin, je sais pas, et encore aujourd'hui, hein, si je vais nager, faut que j'ai l'impression, parce que c'est plus trop le cas, je pense, mais l'impression de bien nager avant de nager vite. J'ai toujours été axé là-dessus. Pour moi, c'était un référentiel. Le bien nager, pour moi, c'était nager vite. Enfin, quand dans mon affûtage, ma préparation, je commençais à être techniquement beau et efficace. Pour moi, c'était synonyme de grosse perf derrière. Donc, et d'ailleurs, mes coachs savaient très bien quels étaient les mots à utiliser. En plus, tu vois, c'était Romain ou même Thomas, tu vas le croiser aujourd'hui. Il sait que quand tu me dis, il vient me voir, il me dit t'es beau Greg et tout, mais pour rigoler. Mais en fait, il sait que le mot il a un impact pour moi parce que dans ma prépa, c'était ça, c'était le référentiel. T'es un beau nageur, tu vois, t'as ce côté esthétique qui était très important pour moi, qui était associé à de la perf et à de l'efficacité. Et du coup, est-ce qu'il y a une qualité qu'on t'a attribuée? Là, ça peut être une qualité technique ou humaine ou peu importe, une qualité qui, pour toi, vraiment la qualité que tu voudrais pas qu'on t'enlève, quoi. Je sais pas, ça peut être très... Enfin, pour le coup, je trouve ça aussi subjectif, ça peut être propre à chacun de la relation que j'ai avec les gens, mais
Je dirais que j'essaye d'être généreux. Je sais pas si je le suis tout le temps, mais pour moi la générosité, alors ça passe partout, hein. C'est le temps que tu donnes aux gens, l'écoute, je sais pas, le financier, pas forcément offrir des cadeaux, mais pour moi la générosité elle passe par l'intérêt que tu donnes aux gens. Tu vois, j'essaye au maximum d'être généreux parce que je suis quelqu'un qui croit fortement qu'on récolte ce qu'on sème et que si je veux qu'on m'apprécie, il faut que j'apprécie les gens, tu vois. Et pour les apprécier, il faut les écouter, sinon tu les juges. Donc c'est pas la même chose. Donc moi j'essaye d'apprécier les gens. Après il y a des gens qui me conviennent pas, donc du coup je ferme et terminé. Ouais, mais c'est ça aussi, la générosité, c'est que le temps que tu accordes pas à des gens qui t'importent peu, tu peux l'accorder à des gens qui comptent Exactement. vraiment, quoi. Ou à moi-même. Parce que dans la prépa mentale, t'apprends aussi que, enfin moi j'ai appris en tout cas, que dans le bien-être, faut pas s'oublier. Y compris quand t'accompagnes les gens. Et du coup, est-ce que ta qualité première, la générosité... C'est mon manque d'empathie. Non, Mais est-ce que tu te l'appliques à toi-même? pas souvent, mais ça, si quand même de plus en plus. Mais au début, c'était au début de mon travail, j'avais du mal. Tu sais, on a cette croyance, je trouve, peut-être que c'est français ou peut-être que c'est lié à l'homme, aux humains, non, de manière générale. On a cette croyance qui est que dès que tu prends soin de toi, c'est que tu fais rien. Dès que tu restes chez toi et que tu fais des choses pour toi, où tu t'amuses et et même tu regardes la télé où tu fais rien, on a cette idée en tête de ah j'ai rien fait, j'ai rien foutu. Et donc de fainéant. Et donc de non productif, de non tout ça. Alors qu'en fait, si ça te fait du bien, faut le faire, tu vois. Et tout dépend de l'image que tu as de toi quand tu le fais. Si parfois tu as envie de faire quelque chose et tu le fais pas par flemme, et qu'à la fin de la journée tu te dis oh, j'aurais dû le faire, là ok. Mais si tu es content d'avoir rien fait et quand tu te dis oh t'as rien foutu et que tu es impacté par ça, ben, ça veut dire que tu te laisses trop impacter par ce qu'on croit de toi alors que ça t'a fait du bien. Et moi je trouve que le fait de faire des choses qu'on aime, tu vois, moi aujourd'hui j'ai pas l'impression de travailler. Et d'ailleurs quand on me voit, je pense qu'on sait pas vraiment ce que je fais comme travail, les gens qui s'intéressent pas. Tu vois, si tu regardes mon profil Instagram, si tu devines que c'est autour du bien-être. Mais je suis toujours parti à droite à gauche. Pour moi le travail ça doit pas être associé à une corvée. Genre, franchement j'aurais pu choisir un travail on va dire plus classique pour essayer de faire plus d'argent et plus de moyens et de... Moi j'ai choisi un travail émotionnel, je suis pas carriériste quoi, tu vois. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir ce côté où je prends du plaisir dans le maximum de temps dans ce que je fais. Donc j'aime accompagner et aider tant que je peux. Maintenant parfois on peut juger ça d'un travail cool, tu vois. Mais je trouve que ouais, ça doit être cool quoi. C'est bien d'aimer ce que tu fais. Tu vois, j'ai été conditionné dans un sport que j'ai choisi, j'ai aimé le faire et j'ai été performant parce que j'ai aimé faire ce que je faisais. Donc je me dis autant choisir quelque chose dans lequel j'aime travailler. Ouais, puis de réussir à utiliser ta première carrière pour ta seconde. Et en plus, ouais. Parce que moi je pense en plus, c'est pareil, j'ai été accompagnée en prépa mentale pendant ma carrière et ce manque de légitimité que tu avais au début, elle est drôle et je pense que je vais avoir la même chose. On a ce truc en France où on est très axé diplôme. Moi je pense qu'on devrait être axé pas performance mais expérience pardon. Tu vois, en plus c'est sûrement un lapsus mais pour moi diplôme égale performance absolue, tu vois. Donc alors qu'à la base je pense qu'on devrait plutôt être axé sur l'expérience, le vécu, les échecs, je crois que la clé pour bien vivre, c'est un équilibre, tu sais. C'est pas tout le temps bien, des fois c'est pas bien. On a des mauvais moments. Et quand on parle d'équilibre, c'est justement que c'est en équilibre, c'est pas stable. Donc si c'est pas stable, ça veut dire que de temps en temps, ben, ça penche vers le pas bon. Puis si ça penche vers le pas bon, ben, faut trouver des solutions pour aller vers le bon. Et quand c'est bon, ben, parfois, vu qu'on veut passer des steps, et ben, on est face à l'échec, et ainsi de suite. Et ça fait cet effet un peu balancier qui crée à un moment donné un équilibre.
mais on est sans cesse en recherche d'équilibre dans la vie. Et c'est parce que tu vis des mauvais moments et des bons moments que tu te construis et que tu fais ton expérience. Donc, faut savoir les accueillir et les écouter, mais t'imagines bien que dans notre éducation, on te rappelle bien qu'il faut cacher tes émotions. Quand t'es petit, on te dit mais arrête de pleurer, ou sois pas triste, ou dès que t'es trop content, calme-toi, tu vois. Donc on te dit on te dit d'être plat, quoi, tu vois. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut se servir de tout ce qu'on a vécu et aller justement prendre au bon moment ce qu'on a besoin dans notre bagage pour aider, accompagner et continuer à évoluer, parce que le travail en préparation mentale aujourd'hui, moi je considère que c'est aussi un travail sur soi, de la rencontre des gens, de la rencontre qu'on a avec les gens. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, en tout cas, c'est un métier qui est lié à l'humain. Moi, ça me convient. J'ai trouvé une voie dans laquelle je suis épanoui et c'est super. Maintenant, je suis content parce que j'ai jamais l'impression de travailler. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est un goal, ça, vraiment. Ouais, c'est vraiment... Je travaille, attention. C'est juste la sensation de pas travailler. C'est comme en natation. J'avais pas la sensation de travailler. Pourtant, quand tu nages 7 heures par jour, tu nages autant de temps que quelqu'un qui va au travail, quoi. Donc, tu te dis, bon, bah, c'est super. Je me suis entraîné 7 heures aujourd'hui, je reviens demain matin, salut. C'est pareil. Ouais. Sauf que, bon, c'est pas un travail, puisque tu as choisi de faire ça, machin. Ouais, mais bon, c'est pas une contrainte, quoi. Ouais, c'est pas vu comme une contrainte. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je trouve qu'on parle du bien-être, et je trouve ça trop bien, parce que et que ça revient avec le truc qu'on disait sur le marche ou crève, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas persuadé que le marche ou crève ait sa place dans l'évolution, mais quand même, avoir l'importance de mettre un cadre dans ce qu'on fait peut quand même nous rassurer. Tu vois, je distingue bien les deux. Je trouve que le truc, c'est de pas partir n'importe où et de faire n'importe quoi, c'est de mettre un cadre dans ce que tu fais. Mets ton cadre. Ouais, trop intéressant. Trop intéressant. C'est ce qu'on s'est dit avec mes coéquipières là, sur mes 2 dernières années de carrière. C'était l'importance du cadre et à l'intérieur de ça de trouver des libertés, mais l'importance du cadre dès le début. Totalement. Parce qu'en fait, il y a aussi un enjeu ancienne génération, nouvelle génération, qui est pas négligeable. Moi, j'ai parlé avec des gens dans des domaines très différents qui ont tous ce truc-là, où la nouvelle génération a envie de travailler, mais de manière raisonnable, a envie d'avoir du temps pour soi, ce qui est une bonne chose. Mais par contre, il faut cadrer pour que la nouvelle génération et l'ancienne puissent travailler ensemble avec un cadre commun, et à l'intérieur de ça, pouvoir s'organiser une singularité. Mais il faut un socle quand même commun. Si tu veux, c'est difficile de faire des généralités, mais on est un petit peu obligé là pour parler de la jeune génération, parce que dans la jeune génération, il y a des individus qui sont très différents de ce que je vais citer, mais ils ont tellement le conditionnement de tout doit aller vite, tout doit être consommé vite. La patience n'est plus une vertu. C'est plus du tout quelque chose qui est... C'est un luxe d'être patient aujourd'hui, tu vois, pour un jeune. Ça doit aller vite. Aujourd'hui, t'as faim, tu commandes sur une appli, tu vas pas te déplacer. Aujourd'hui, tu veux une info, tu vas sur Google. Aujourd'hui, tu vas pas prendre un dictionnaire. Aujourd'hui, t'as ChatGPT, quoi. Tu vois, Ouais, t'as plus rien à faire. Donc tout va vite. Le seul truc où t'as les pieds sur terre, c'est la performance ou ton propre bien-être, apprendre à se connaître. La compétition de haut niveau qui n'a pas encore trouvé, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais le moyen d'aller plus vite que le développement naturel, l'entraînement, tu vois. Et donc parfois ça peut être compliqué pour une certaine catégorie de personnes de se dire, faut que j'attende 4 ans là pour faire les jeux. Non mais attends, c'est trop long, moi en 4 ans, je peux faire plein de trucs, quoi. C'est pas assez, tu vois, ça nourrit pas assez la tête et les rêves. C'est simple, tu prends ton téléphone aujourd'hui et tu vois 15 000 rêves différents dans ta journée, puisque l'algorithme il est fait pour te montrer tout ce que tu n'as pas. Donc tu rêves de plein de choses, tu rêves plus d'une chose, tu rêves de plein de choses. Et les plein de choses que tu rêves, malheureusement, elles sont pas toutes atteignables dans un laps de temps très court. Et puis si on parlait de cadre, si tu ne cadres pas ce que tu veux vraiment, à un moment donné, tu t'y perds. Et le manque de confiance aujourd'hui que peut avoir un jeune, il est lié, malheureusement, je pense, à cette sensation de je ne finis pas le travail que je commence parce que je n'y crois pas, parce que ça va trop vite et je veux autre chose et j'ai envie d'autre chose. Et donc, j'arrive pas.
c'est jamais assez. C'est jamais assez. Le sentiment de satisfaction, il ne passe que par le fait d'imaginer et de penser et plus par le fait de faire. Mais ça, c'est pas de leur faute. Et je pense pas que c'est de la faute de comment évolue la société aujourd'hui. Moi, j'essaye tant bien que mal de travailler avec certains athlètes sur le détachement du téléphone, enfin des réseaux sociaux pendant les compètes. C'est trop impactant. Beaucoup trop impactant. C'est pas faire le vieux briscard à dire non, il faut vivre avec son temps. Je suis le premier utilisateur de cet outil. Pour autant, il n'y a pas que du bon. Et je pense que dans la quête d'un rêve, il faut pouvoir intégrer un peu de patience. Ton gâteau, il est cool quand tu l'as fait, que tu l'as fait cuire, que t'as pétri la pâte, machin, nana, que quand tu l'as acheté tout fait en bas au supermarché, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de se rendre compte que si tu arrives à réaliser tous tes rêves en un an, ça aura pas d'intérêt en fait. Ben non. Puis derrière quoi ? Derrière, tu t'en rajoutes d'autres et derrière, ça suffit jamais, quoi. Donc... C'est jamais assez. Et en plus, j'ai la sensation que la confiance en nous et l'estime de nous, elle passe par nos actions, qu'on réussisse ou pas. Elle passe pas par l'obtention. Moi, le truc qui m'a enrichi, c'est pas que de m'entraîner avec mes collègues, c'est dans les compètes internationales, c'est de voir comment les étrangers s'entraînent, de faire des stages à l'étranger, de changer de culture, de se dire que quand t'es plus en France et que tu vas dans une autre culture, t'es pas chez toi. Et tu t'adaptes à la façon de s'entraîner, peut-être des gens, aux horaires, et tout ça. Et donc c'est ça qui te fait grandir. Ouais. Mais aujourd'hui, tout arrive et tiens, je vais aller... tiens, c'est simple. Moi, je vais passer Noël à New York. Voilà, super kiff, tu vois, le petit truc et tout. Mon smartphone, il me sature de trucs de New York. À croire que je vais aller et ça y est, j'aurais déjà tout vu, tu vois. Et puis t'as pas envie en plus de te faire spoiler. Ben non, mais il me le donne, tu vois. Et donc j'ai pas envie, moi. Et donc t'as ce côté où finalement tout ce que tu rêves, il est plus à l'état de rêve, on te donne toute la réponse, quoi. Ah ouais, super, je vais faire les mêmes photos que j'ai vues sur mon réel, quoi. Ouais. Et en fait tu les regardes jamais. Donc en fait c'est simple, toutes les émotions que tu peux vivre dans l'action, elles sont un peu mises de côté parce que tu penses que t'as pas besoin d'y aller parce que tu l'as déjà vu. Mais il faut bouger. Et moi j'invite tous les sportifs jeunes, même les non-sportifs, tous les gens qui ont besoin de penser à eux tout simplement, d'être dans l'action et pas dans l'imaginaire. T'as envie d'aller faire du sport, va faire du sport, va faire quelque chose. Ouais, mais bon, j'ai que une demi-heure. Vas-y, très bien. C'est mieux une demi-heure que pas du tout. Ouais, c'est ça. Pas forcément suivre les dictats de faire et si tu fais pas, machin. Juste faire. Et c'est pareil, on peut le dire aussi pour les athlètes, si quelqu'un a envie d'avoir un double projet. Mais totalement. Si vraiment tu le sens et que ça t'anime, ce qu'on disait, c'est comme... j'ai entendu aussi dans tes interviews, mais aussi on en parlait sur le podcast précédent, est-ce que ça va pas plus te nourrir d'aller faire quelque chose qui t'anime et qui te... Ouais, voilà, littéralement qui va te nourrir plutôt que te prendre de l'énergie. Et cette balance-là, elle est hyper importante à trouver, elle est surtout très, très individuelle, quoi. Ouais, t'as raison. Je pense que les à côté, la vie sociale à côté, elle est très importante. Je vais sortir au resto un samedi... Même je vais faire une soirée entre potes un samedi en pleine saison et tout. Ok, ça va piquer le lendemain matin. Bon, ok, je l'ai fait une fois dans le mois. Voilà. Une fois dans le trimestre. Allez, super. Ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Super. Plutôt que de rester chez toi le samedi où t'en as chié toute la semaine et t'attends le lundi pour dire allez, je reprends. Mais va faire un petit excès. Alors, bien sûr, dans la mesure du respectable et de la préservation de ton corps, tu vois, respectueux, voilà, chercher le mot, respectueux de toi-même et de ton corps et de ton état de forme. Mais les petits, ce qu'on peut appeler excès, finalement, moi j'appellerais ça juste plaisir, quoi. Tu vois, t'as des billets pas chers maintenant avec des vols low cost pour aller à droite à gauche. Ça va, tu pars le vendredi soir si tu t'entraînes pas le samedi. Ouais, le vol il est à 22h, mais après je passe 2 jours, c'est trop cool, quoi. Ah, c'est bien. Et donc derrière t'as coupé et tu rentres et t'as l'impression d'avoir fait 3-4 jours alors que t'en as fait que 2 ou 1,5. C'est ça en fait, prendre soin de soi. Mais aujourd'hui c'est des choses qui sont atteignables et faisables. Maintenant c'est une question de priorité dans la tête des athlètes.
moi, j'aime bien instaurer le côté la performance par le bien-être. Tu vois, le message un peu de Thomas, c'est ça. Et le bien-être, c'est propre à chacun. Juste, faut trouver son truc. Et savoir l'assumer et s'autoriser à le faire. Et se pardonner quand on a fait et qu'on se sent coupable. Tu vois ? Ah, trop cool. Ça va. Je pense que ce que tu partages, ça va aider pas mal de gens. Et c'est trop cool à entendre. Merci beaucoup. Ben ouais, merci à toi. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aurais envie de remercier pour l'impact qu'il a eu dans ta vie ? Ouais, facile la question. Là. Ah ouais ? Non, je peux, hyper dur. T'es pas obligé de choisir qu'une personne et... Il y en a plein. Il y a plein de gens. Il y a... La question, elle porte sur ma vie maintenant, enfin sur ma vie en général, tu penses, ou toute ma vie. Parce qu'en fonction des moments de ma vie, j'ai envie de remercier plein de gens. Forcément, je vais remercier mes parents en premier, mais donc je vais te faire une liste parce que c'est important. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Mes parents, Thomas, parce que Tom, il a été vraiment quelqu'un d'important, même s'il fait le modeste, mais ça a vraiment été quelqu'un d'important dans mon rebond de vie. Forcément, les gens qui ont contribué à ma performance aussi. J'entends par là mes camarades, le staff et tout. Et aujourd'hui, je dirais ma compagne. Voilà. Tout ça fait qu'aujourd'hui, je me sens épanoui. Bah, elle est très bien cette liste. On va finir là-dessus si ça te va. Et du coup, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était trop cool. Ouais, super. Et puis continue ce que tu fais. C'est top. C'est top d'avoir des gens qui viennent partager avec toi leur expérience. Moi, je suis très très adepte des podcasts, donc du coup, c'est intéressant de continuer ton projet. Ouais, j'ai beaucoup de chance et je crois que c'est ce que partageait mon invité précédent. Le podcast, c'est juste une excuse pour rencontrer des gens. Ouais. Et je trouve ça trop cool, tu vois. Puis ta carrière, ta longévité, tes connaissances en tant que personne et athlète font qu'aujourd'hui tu peux t'entourer de personnes qui peuvent avoir des messages aussi forts, y compris les tiens. Donc tu peux en passer des messages forts. Donc continue à faire ton truc là, c'est top. Merci beaucoup. Bah écoute, je te souhaite à toi une très bonne continuation aussi dans ta vie pro et dans ta vie perso. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao. Ciao. Te opo a neo ia oe I te po I